On passe à notre deuxième échange de l'après-midi avec la place des centres de soins non programmés dans l'écosystème de santé. En visio avec nous, le docteur Sophie Bauer qui va se connecter dans quelques secondes. Le docteur Sylvie Fillet-Bernard de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes et le professeur Paul Frappé. Une question simple pour commencer, puisqu'on est là pour parler donc de la participation au CPTS. Est-ce que les centres de soins non programmés à petit plateau technique peuvent participer, adhérer au CPTS selon vous ? Oui, non, bien sûr que les centres de soins non programmés à petit plateau technique peuvent participer au CPTS et peuvent adhérer. Alors le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la présidente, c'est qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de réalité théorique de personnalité morale. Donc c'est vrai qu'en tant qu'établissement, ils ne sont pas reconnus encore en tant qu'équivalent d'établissement, mais oui. Et d'ailleurs, la CPTS dans laquelle j'adhère et à laquelle j'ai même participé à l'écriture, qui est la CPTS Beaujolais-Dôme, donc c'est dans la région, c'est une des plus grosses CPTS de la région. Eh bien, il y a des centres de soins non programmés qui adhèrent à cette CPTS en tant que telle et qui rendent bien service et qui sont même plébiscités, enfin il y en a qu'un pour l'instant je crois, et qui est même plébiscité par l'ensemble des professionnels de santé parce qu'ils rendent des vrais services. Il agit en dérivation sur le parcours de soins du patient. Et bien évidemment, ça se fait en bonne intelligence avec un relationnel et une remise dans le circuit du patient. Mais ça rend des services parce que les centres de soins non programmés à petit plateau technique font du soin que le médecin traitant généraliste ne fait plus ou fait peu. Voilà. Donc oui, la réponse est oui. Merci. Sophie Bauer, vous êtes donc présidente du syndicat des médecins libéraux. Est-ce que ce sont les structures, comme on l'entend ici, qui doivent adhérer au CPTS, comme ça se fait parfois, ou est-ce que ce sont les médecins libéraux en leur nom propre ? Alors, notre point de vue au SNL, c'est que ce sont les professionnels de santé eux-mêmes qui doivent adhérer dans les CPTS et non pas les structures. Tout simplement parce que ça garantit au maximum que les CPTS restent libérales, puisqu'au départ, ça a été pensé comme des objets pour la ville et pour organiser la ville. Donc, chez nous, il s'agit que ce soit les professionnels de santé. Alors après, évidemment, ça évite aussi d'avoir dans ces CPTS justement des adhésions de gens qui ne sont pas professionnels de santé. Je dis particulièrement les naturopathes, ostéopathes qui ne sont ni kinés ni médecins. Enfin bref, nous souhaitons au SML que ne soit dans ces structures effectivement que des gens à profession de santé et si possible à profession réglementée. Et c'est comme ça, à notre sens, qu'on protège le mieux aussi ces structures, parce que ces structures doivent rester sous statut associatif. Le but étant évidemment qu'elles ne flashent pas vis-à-vis des financiers. Le SML n'est pas favorable à la financiarisation de la médecine en général. Et donc, pour ce qui est des centres de soins non programmés, puisque c'est ça l'objet d'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons avoir des partenariats avec eux, c'est-à-dire tisser des liens, évidemment, sur les soins non programmés, mais ils ne rentrent pas en tant que tels dans la CPTS, comme les cliniques ne rentrent pas, comme les hôpitaux ne rentrent pas, comme les DAC ne rentrent pas. Et donc, ça permet aux professionnels libéraux de rester indépendants dans leur exercice et donc de ne pas non plus inciter les financiers à s'occuper d'eux, si on veut dire. Nous sommes pour des centres de soins non programmés qui soient évidemment détenus par les médecins, à la main des médecins, et pas par la haute finance. Merci. Alors, avant de passer la parole à Paul Frappé pour avoir son avis, vous souhaitiez réagir, oui, Dr Fillet-Bernard. Oui, merci beaucoup de me redonner la parole. Je vais essayer d'être brève. Sophie défend une position qui concerne son syndicat et je la respecte. Nous, en ce qui nous concerne, quand on a à l'origine de la création de la CPTS,
Donc on est reparti sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'était s'organiser au niveau d'un territoire pour améliorer le parcours du patient. Et bien évidemment, le parcours du patient, il passe par les hôpitaux, il passe par les cliniques, il passe par les établissements sociaux. Enfin, il y a plein d'intervenants qui ne sont pas forcément des libéraux. Alors moi, en tant que libérale, au départ, j'ai eu un petit peu de mal à l'accepter aussi. Et puis finalement, je me suis fait une raison et on a écrit les statuts de notre CPTS, qui est une association loi 1901, avec des collèges de représentation, en pondérant bien évidemment chaque représentant, chaque collège, pour effectivement qu'il n'y ait pas de part trop importante et qu'il n'y ait pas de mainmise de certains par rapport à d'autres. Mais en tout cas, ça a été fait d'un commun accord et pour moi, il n'y a pas de lien avec la financiarisation. Enfin, le sujet, pour moi, n'est pas là. Le sujet, c'est véritablement tous les acteurs qui concourent à la prise en charge d'un patient sur un territoire. Et il est essentiel, enfin, je ne me serais pas vue ne pas impliquer ou les hôpitaux ou les établissements de santé privés. Et moi, d'ailleurs, j'étais dans le bureau de cette CPTS en tant que présidente de CME en représentation de la clinique. Vous avez la main sur l'antenne. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, oui. C'est mieux. Ouais. Oui. Non, je disais, pour finir, que moi, j'ai participé à l'élaboration de cette CPTS en représentation de la clinique privée comme présidente de CME, de la clinique du territoire, et qu'il y avait le président de CME de l'hôpital. Et pour le coup, ça nous a permis d'échanger et déjà de mieux se connaître. Et c'était très enrichissant, quoi. C'était vraiment formidable. Voilà. Merci. Paul Frappé, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose, que ce soit le médecin en son nom propre ou que ce soit sa structure qui soit adhérente à une CPTS ? Oui, alors j'ai bien conscience qu'on aime bien habituellement les avis très tranchés, et c'est pas pour prendre une posture, mais j'aurais tendance entre adhésion individuelle et adhésion structurelle à dire les deux, mon général. Vous feriez un bon président. Voilà. Non, mais ça va dépendre. Enfin, les deux sont importants. J'entends bien les arguments de Sophie Bauer, auxquels je souscris. On peut y ajouter le fait que si une structure adhère en tant que personne morale, on peut avoir des fois, du coup, pas d'adhésion individuelle et du mal à embarquer au-delà de la gouvernance de la structure. Et on a besoin que tout le monde rentre dans le mouvement et participe aux discussions et aux actions de la CPTS. Donc il ne faut pas que ça vienne éteindre des adhésions potentielles, non pas pour avoir des cotisations, mais des adhésions potentielles au CPTS individuelles pour impliquer des personnes. Et il y a des CPTS qui permettent l'adhésion de personnes morales, d'autres pour qui c'est fermé, c'est uniquement des personnes physiques. Il faut faire avec. Parfois, ça va venir, l'adhésion de ces centres de soins non programmés, via les professionnels individuellement. Et puis parfois, ça va plus venir via la gouvernance. En tout cas, c'est primordial que les centres de soins non programmés y soient. Il y a énormément de sujets à discuter. Si on reste entre nous, on travaille sur son identité, c'est nécessaire. Hein. Les médecins généralistes, on travaille sur notre identité. On a entendu les urgentistes sur leur identité. Là, avec la charte, les centres de soins non programmés travaillent sur leur identité. Mais ça devient dangereux si ce travail-là, il est fait sans être en dialogue avec les autres professions, avec les autres interlocuteurs. Donc, il faut que ça se fasse, ça, dans les CPTS. Les enjeux tout à l'heure de la biologie, des résultats de biologie où les biologistes se retrouvent sans interlocuteur, c'est des choses qui peuvent se discuter au sein des CPTS et où des acteurs tels que les centres de soins non programmés, comme l'a dit Xavier, peuvent faire valoir des compétences, peuvent faire valoir une plus-value dans les parcours de soins. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se travailler. On n'a pas parlé de tout ce qui est le domicile aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir par rapport aux problèmes, aux personnes en difficulté de mobilité. Et du coup, il y a des choses à travailler ensemble, pas forcément pour aller à domicile, mais aussi pour travailler dans les CPTS sur comment les faire venir via des solutions de transport adaptées, etc. Enfin, et ça, forcément, si ça se fait sans les centres de soins non programmés, enfin, ça va perdre en pertinence. Ça a été évoqué tout à l'heure en filigrane par mais brièvement au travers d'un propos du docteur Pierre Valette, qui le disait sur un centre de soins non programmés qui était en milieu isolé. Et peut-être juste, j'ai souri tout à l'heure quand Xavier a parlé et Karim Tezarourt parlait des urgentistes, qui ne pourraient pas faire de la médecine générale. Alors ce matin, il y a eu une petite incise à l'ordre des médecins. Alors à quoi servent-ils ? Mais dans les 5 propositions que l'ordre des médecins défend, il y a une des propositions qui est de pouvoir avoir la coexistence de 2 spécialités, de 2 exercices, avec notamment à l'esprit que
on puisse être reconnu auprès de l'ordre des médecins, urgentistes et médecins généralistes, en justifiant des compétences qui vont avec de chaque côté. Mais voilà, donc finalement, c'est même si les urgentistes venaient à un petit peu plus cerner leur exercice, ça peut-être que ça n'ira pas pour autant vers un blocage à l'avenir. On va peut-être pas sur ces perspectives-là. Merci. Alors, docteur Fillet-Bernard, vous êtes également présidente du SAS 69, hein, c'est ça? Comment est-ce que, du coup, peuvent s'insérer les centres de soins non programmés au sein du SAS? Peuvent ou doivent? Je vous pose la question. Alors, comment peuvent-ils s'insérer? Alors, en fait, le SAS, comment dire, c'est assez complexe parce que on l'a vu tout au long de la matinée et depuis le début de cette journée, beaucoup de gens concourent à la prise en charge des soins non programmés, les établissements publics, les établissements privés. Il y a différents types de structures. Et le SAS se construit. Il y a les CPTS, il y a les MSP, il y a Maison médicale de garde. Et le SAS se construit par-dessus tout ça et essaye d'harmoniser et de trouver sa place. Moi, je pense que le SAS, alors c'est un gros discours que j'ai avec mes confrères hospitaliers, je pense qu'on n'en fait pas suffisamment la promotion auprès des patients. Parce que quand même, on téléphone au 15 et il y a déjà environ 35% de conseils médicaux. Donc déjà, ça évite beaucoup les déplacements. Et je trouve que c'est une bonne voie d'entrée dans le soin non programmé. Pour répondre à votre question, bien sûr que pour moi, si on pense uniquement en termes d'afflux de patients au service d'urgence, bien sûr que les centres de soins non programmés à petit plateau technique ont tout à fait leur place comme une offre de soins, mais une offre de soins, pas de consultation, une offre de soins non programmés, bien évidemment. La question qui peut se poser, je crois qu'il faut aller plus loin, parce que j'ai aussi entendu Lamine Garbi ce matin, et je connais son discours, c'est le discours des établissements privés, qu'effectivement, à chaque fois que vous mettez un système en place, vous mettez du financement à la clé. Et donc, quand vous essayez de faire évoluer le système, le frein, c'est le financement, en fait. Et c'est ça la vraie question. C'est du financement, on en met beaucoup partout. Mais comment, qui donne le là, en fait? Est-ce que c'est l'offre de soins ou est-ce qu'on ne veut pas toucher au financement, finalement? Moi, je pense qu'il faudrait prendre le problème dans sa globalité. Et quand j'étais présidente de CME, il n'y a pas si longtemps encore, avant d'être présidente du RPS, j'avais lu le rapport Graal. Et je trouvais que finalement, il y avait très bonnes idées. Et d'ailleurs, il y avait déjà les centres de soins non programmés, qui s'appellent centres de soins primaires. Il y avait déjà une demande de régulation des urgences et une territorialisation. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait peut-être intérêt à se pencher plus sérieusement sur les conclusions de ce rapport et essayer d'y coller. Et je pense qu'en termes d'économie de la santé, je pense qu'on ferait des progrès aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas me faire une copine de Lamine Garbi, mais tant pis. Il n'est pas là. Oui, mais il n'est pas là. Mais je pense quand même que, voilà, il faut... Oui, pour répondre à la question simplement, oui. Les centres de soins non programmés ont toute leur place. Mais le frein, encore une fois, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le financement. Et voilà, il faut qu'il y ait une réforme de tout, en fait. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on réforme tout. Quand j'entends Yannick Neuder, je peux pas, et qui vous propose une rencontre avec des spécialistes de la CNAM, du ministère, etc., je ne peux pas imaginer que derrière, il n'ait pas aussi l'idée des conséquences financières que pourrait entraîner un développement plus important et une place faite de manière plus importante au centre de soins non programmés à petit plateau technique. Merci. Sophie Bauer, une question. C'était très clair. Sophie Bauer, tout à l'heure, juste avant que vous vous connectiez, on était avec Karim Tazarourt, chef des urgences d'Édouard Herriot, qui nous disait l'intérêt qu'il avait à voir des centres de soins non programmés s'installer à proximité immédiate de l'hôpital. Est-ce que pour vous, ce type d'établissement, appelons-le ainsi, même s'il n'a pas encore cette reconnaissance légale, aurait sa place à cet endroit-là, en étant adossé pour le coup à un plateau technique important?
Le souci, on voit bien, c'est que ça permet évidemment à l'hôpital de recruter davantage. Parfois au détriment d'établissements privés qui peuvent être en concurrence, et en saine concurrence, on va dire, sur un territoire, puisqu'on sait bien que quand il y a de la concurrence, en général, ça tire tout le monde vers le haut, et que donc la qualité s'en trouve améliorée. Donc le problème est là. Le deuxième problème, c'est est-ce que ces centres de soins de programme sont vraiment complètement indépendants de l'hôpital. Ensuite, on sait que si un patient vient aux urgences de l'hôpital et est renvoyé sur la ville, l'hôpital touche de l'argent. Donc c'est pas aussi une manière pour l'hôpital de se faire davantage d'argent, entre guillemets, en mettant à sa porte finalement la solution de vivre. Donc voilà, ce sont des dangers potentiels. Évidemment, les médecins qui travailleraient dans ces centres doivent garder complètement leur indépendance de prescription. Donc nous, on ne serait pas favorable à ce que ce soit des médecins hospitaliers liés à l'hôpital qui animent ces centres. Après, pour revenir brièvement sur le sujet précédent, je ne voulais pas préciser, mais bien sûr, dans notre CPTS, où le sont tous les professionnels de santé peuvent rentrer en nom propre, les hospitaliers, il n'y a aucun problème, ils sont bienvenus. Donc voilà, nous, on n'est pas forcément pour le collet serré entre ville et hôpital, on est pour des interactions dans les deux sens, avec un respect mutuel. Et je pense qu'il faut aussi penser à ce que le patient, c'est-à-dire qu'un patient doit avoir le choix de son médecin et le choix de l'endroit où il veut être traité. Et donc des circuits préétablis avec des adressages quasi automatiques, effectivement, vont à l'encontre des droits du patient, dans le sens à choisir là où il souhaite aller. On a le même problème, vous le savez, lorsqu'on appelle les pompiers, par exemple, et qui ont une tendance à déposer systématiquement le plus près possible de leur caserne, et lorsque leur point est dans un hôpital public, bien entendu, déposer à l'hôpital public. Donc le patient n'a pas le choix de l'établissement où il souhaite être traité. Donc pour nous, ce sont des choses importantes que le libre choix du patient. Et c'est un des piliers d'ailleurs du libéral, bien entendu. Merci. Paul Frappé, vous m'avez l'air d'être un homme de synthèse. Non, on voit qu'on a des nouveaux acteurs, donc avec ces centres de soins non programmés qui arrivent. Comme à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, on crée la surprise, l'étonnement, on crée aussi une forme de bouleversement dans les équilibres préétablis. Et ça incite aussi les autres, malgré eux parfois, à devoir changer. On a entendu ce matin Lamine Garbi nous dire si je bouge pas, je suis mort, mais pour l'instant, je sais pas trop comment je dois bouger, grosso modo. C'est ce que j'ai cru comprendre de son intervention. Je sais pas si on a entendu la même chose. Et puis, on a entendu aussi parler de ces maisons médicales de jour. On a les maisons médicales de garde. Et puis, des exercices mixtes également entre du public et du privé au sein de maisons qui se trouvent à côté de l'hôpital public. Enfin, oui, cette évolution de l'offre, elle vient interroger les métiers, ça c'est clair, et elle vient interroger la valeur. Quand on parle de gros sous, c'est au-delà des effets d'aubaine qui durent un temps, où est-ce qu'on veut mettre la valeur? Où est la vraie valeur des soins? Si les services d'urgence touchent de l'argent juste pour réorienter et que ça ne correspond pas à une vraie plus-value, effectivement, ça va finir par être remis en question. Pour les généralistes, ça vient interroger notre métier. En ce moment, on revoit notre référentiel métier-compétences. Et les généralistes de base font tous du soin non programmé. Hein. On en a tous dans tous les jours, même si Doctolib, je vois qu'ils ne sont pas là. Ils ont sorti leurs chiffres il n'y a pas bien longtemps, hein, que entre 40 et 50% des rendez-vous sont donnés dans les 48 heures. Ça étonne tout le monde. J'ai regardé moi-même sur mon planning. Et ben, effectivement, même si quand on veut prendre rendez-vous avec moi, j'ai 3 semaines de délai, mais tous les jours où j'ouvre, j'ai 23 créneaux. Sur les 23 créneaux, j'en ai 10 d'urgence qui sont donnés que le jour même pour des appels le jour même. Mais ça, les gens qui demandent un rendez-vous programmé ne le voient pas. Et c'est du soin non programmé qui est assez obscur, quoi, qui est derrière le rideau,
réseau et que la population générale, tant qu'elle n'est pas confrontée à cette demande urgente, ne voit pas. Et du coup, je pense que l'émergence des centres de soins non programmés vient nous interroger et vient aussi modeler notre exercice. Alors, il y a un risque, il y a un risque qui est de se dire, du coup, les généralistes traitants vont déléguer, le SAS se fera juste avec les centres de soins non programmés, mais du coup, il va falloir absorber tous ces créneaux d'urgence qu'on fait. Et je pense que c'est un risque fantasmé. Et voilà. Et au contraire, le bénéfice qu'on va en tirer, c'est que dans notre référentiel, on ne va pas en rester juste aux médecins traitants qui prend des rendez-vous programmés, qui s'occupe du chronique, du complexe. Et il va y avoir tout un pan qui va bien mettre en avant la nécessité que pour être médecin généraliste, pour être un bon médecin traitant aussi, il faut aussi absorber la demande non programmée et pas forcément la déléguer automatiquement. Alors, puisque la question, c'est celle de la place du centre de soins non programmés dans son écosystème, je vous pose cette dernière question. Peut-être aurez-vous un point de vue encore différent les uns les unes des autres, mais puisqu'il y a une demande de reconnaissance des centres de soins non programmés, est-ce qu'il faut qu'ils participent, eux aussi, à la permanence des soins ? Ce qui est parfois ce que fuient certains urgentistes avec les gardes qui sont pénibles. Alors, moi, je voudrais dire d'abord, avant de répondre à votre question, je veux dire une chose qui me tient à cœur, c'est qu'actuellement, il y a un amalgame total entre centres de soins non programmés à petit plateau technique et cabinets de soins non programmés. Donc, c'est ce qu'évoquait Xavier Poble tout à l'heure. Hein. Donc déjà, moi, je pense qu'il y a besoin d'une clarification de l'offre, et c'est essentiel. On n'avancera pas sans ça. Ensuite, pour répondre à Paul Frappé, pour moi, il n'est pas question, bien évidemment, dans mon esprit, de faire un SAS uniquement avec les centres de soins non programmés. Et bien d'accord que la première cible du SAS, c'est pour moi l'effection libérale, c'est de remettre le patient auprès du médecin traitant en ville afin qu'il puisse avoir un parcours et un suivi. Donc ça, c'est essentiel. Par contre, une fois qu'on a fait la clarification sur les centres de soins non programmés, on sait ceux qui offrent un certain soin qui n'est plus offert systématiquement dans les cabinets de ville. Donc c'est là où ils ont leur place. Mais bien évidemment que le panel des effecteurs dans le cadre du SAS, il doit être multiple. Et je citerai aussi, parce qu'il est là et parce que j'y crois, il y a aussi le SIO. Les infirmiers libéraux rendent un énorme service pour le maintien à domicile. Donc ça aussi, ça doit faire partie de l'offre de soins du SAS. Et votre question, du coup, je l'ai oubliée. C'était, est-ce que les centres de soins non programmés doivent... Alors moi, je pense, mais bon, je suis peut-être mal placée pour le dire parce que je suis anesthésiste et moi, j'ai mon quota de garde. Mais en tant que médecin libéral, bien évidemment, pour moi, tous les médecins, et même pas que libéraux, mais tous les médecins doivent pouvoir participer à la permanence des soins, bien sûr. Voilà. Paul Frappé, puis Sophie Bauer pour conclure. Oui, j'aurais envie de retourner à la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'y participeraient pas ? Et je pense que c'est bien. C'est aussi une manière de montrer qu'on tire tous dans le même sens. Et donc, non, c'est important. Sophie ? Oui, donc nous sommes favorables évidemment à ce que les médecins qui sont dans ce centre puissent participer à la permanence de soins ambulatoires, évidemment. Bien entendu, je crois qu'il faut respecter ces questions d'horaire parce que il faut être clair sur ce qui est de l'urgence et ce qui est de la semi-urgence. Donc, les soins non programmés, c'est de la semi-urgence. Un patient qui va en 48 heures, alors qu'en PDSA, en général, il s'agit vraiment d'urgence. Donc, je crois que ce distinguo doit être conservé quand même, ne serait-ce que pour avoir une clarification sur le parcours de soins du patient. Tout n'est pas d'urgence, tout n'est pas du soin non programmé. Il faut respecter effectivement les délais de prise en charge qui soient compatibles avec l'état du patient. Et donc, ces médecins qui participent aux soins non programmés, bien sûr, c'est logique qu'ils participent aussi à la permanence des soins ambulatoires. Mais encore une fois, nous y tenons au syndicat des médecins libéraux sur la base du volontariat, tout simplement parce que quand on a des enfants en bas âge, c'est compliqué de trouver des services, des systèmes de garde, et que quand on arrive à d'autres extrémités de son exercice, après 60 ou 65 ans parfois, ça peut devenir compliqué aussi
de récupérer suffisamment vite lorsqu'on a fait une nuit de permanence de soins ambulatoires. Donc nous sommes très attachés au syndicat des médecins libéraux à la garde sur la base du volontariat. Merci, docteur Bauer, d'avoir été avec nous en sortie de bloc. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux. Ah, vous y retournez. Très bien. Écoutez, bon courage à vous. On pensera bien à vous à la pause café. Merci à vous. Au revoir. Merci, docteur Sylvie Fillet-Bernard. Merci, professeur Paul Frappé.